Canal 3 béni aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous amènerons au cœur de l'épreuve reine. Bonjour à tous. Pour la 10e fois, Patrice Talon allait mardi rendre compte à la représentation nationale de l'état de la nation béninoise. Et comme à ses habitudes, un discours très court d'une trentaine de minutes. Cette fois-ci, où se tiennent émotion, affirmation, fierté, le ton parfois grave, sinon menaçant. On va en parler de long en large, dans la forme et dans le fond, examiner les mots du chef de l'État à l'adresse donc du peuple béninois mardi dernier. Je suis avec mon compagnon de tous les jours, Anissé Karosoke, bonjour. Bonjour Tanguy. Pour la 10e fois, Patrice Talon donc présentait l'état de la nation béninoise à la représentation nationale. C'est un exercice constitutionnel annuel. Et pour cette fois-ci, le ton est resté, mettons, assez teinté d'émotion. C'est très rare de voir Patrice Talon parler de sentiments et d'amour. Oui, même presque de passion. Oui. Et donc, tout le monde était un peu dans l'émotion dans l'hémicycle parce que ce n'est pas habituel d'entendre Patrice Talon utiliser certains mots. Et je pense que c'était quand même justifié parce que c'était le dernier discours qu'il a prononcé devant les représentants de la nation et que c'était un peu comme un adieu. Enfin, je crois qu'il a même fait ses adieux carrément. Oui, il a dit expressément. Oui, il a dit expressément que c'était son dernier discours et qu'il aura du plaisir désormais à voir son successeur faire le même exercice pendant qu'il serait dans sa maison, dans les bars ou peut-être en train de visiter les sites qu'il a construits. Donc oui, c'est vrai que l'instant était solennel, mais c'était plus des adieux qu'autre chose. Des adieux très insistants, hein, faut-il le dire, parce qu'il a rappelé, en tout cas que c'était la dernière fois qu'il faisait l'exercice, mais surtout qu'il y aura une nouvelle équipe qui va prendre le relais. Fallait-il encore insister sur ce départ-là? Il fallait insister, je crois que ce n'était pas inutile, parce que après les événements du 7 décembre, il y en a qui continuent de dire avec insistance que c'était une machination pour que le mandat puisse être prorogé parce qu'on aurait trouvé un prétexte pour annuler les élections en temps et que donc Patrice Talon ne voulait pas partir. Il y en a qui ont pensé que même s'il n'avait pas l'intention au départ, les conditions étaient remplies pour qu'il décrète un état d'urgence et décide de jouer les prolongations. Patrice Talon a tenu à faire un certain nombre de rappels et à dire avec insistance qu'il s'en va parce que ces personnes qui sont sceptiques continuent tous les jours d'entretenir le flou et il était utile de clarifier la situation, surtout que avec la création du Sénat, on avait déjà beaucoup de mal à convaincre les uns et les autres qu'ils n'avaient plus
l'intention de continuer de peser sur la vie politique nationale. Donc oui, c'était des passages qui étaient nécessaires dans son discours et je pense qu'il a été bien inspiré de les y mettre. Et ceux qui avaient l'idée ou ceux qui projetaient cette analyse que ça peut être un bon prétexte en tout cas pour faire reporter les élections, décréter l'état d'urgence et prolonger le mandat, n'ont pas totalement tort, non? Un pays qui a été aussi éprouvé qu'il l'a été le 7 décembre ne devrait pas faire fi justement de ces émotions-là et surtout de la profondeur de cette perturbation. Oui, vous avez raison et je pense que c'est tout à l'honneur de Patrice Talon de maintenir le cap, de continuer, de laisser continuer le processus électoral tranquillement et de continuer de dire que tout va très bien. Pour sa part, il va partir. Non pas que tout va très bien, mais que ça, ce qui s'est passé le 7 décembre ne peut être un prétexte pour remettre en cause un ordre qui était établi depuis Mais quand longtemps. on sait que c'est quand même un rendez-vous assez délicat et une première expérience, le 7 décembre ne peut-il pas être une raison de revoir peut-être les choses et de mieux s'armer pour éviter éventuellement des choses imprévues au rendez-vous du 11 janvier? Non, je pense que Patrice Talon l'a rappelé dans son discours, il y a encore parmi nous des personnes qui n'ont pas encore pris la mesure de la marche que le Bénin fait depuis 35 ans vers une démocratie, même si elle n'est pas tout à fait à l'identique avec celle qui se pratique en Europe, en tout cas une démocratie que nous pouvons vivre avec bonheur. Il y a des personnes qui sont encore ancrées dans cette pratique qui consiste à arracher le pouvoir d'une façon indue et à perpétrer un coup d'État pour prendre le pouvoir. Il y a encore parmi les Béninois un certain nombre de personnes qui pensent ça. Et c'est pour ça qu'il était utile de faire comme Patrice Talon a fait. Parce que, en l'occurrence, il n'est pas le premier à avoir subi une telle situation. Tous les régimes ont connu une tentative de coup d'État. Ah oui? Tous les régimes. Celui de Boni Yayi aussi a connu une tentative de coup d'État. Bon, si on a eu les affaires parfois ça marche, oui. Parfois il y a un début d'exécution et parfois c'est étouffé dans l'œuf. Et ces tentatives n'ont pas arrêté depuis 1990. D'ailleurs, le premier à avoir subi ça, c'est Nicéphore Soglo. Entre 91 et 96. Bon, donc il y a des nostalgiques qui, en se laissant manipuler, trouvent toujours le prétexte de vouloir remettre en cause l'ordre constitutionnel. Et la meilleure réponse à donner à ces personnes, c'est justement de ne pas céder à cette volonté de suivre un peu le rythme que prennent certains pays de la sous-région en disant, bon, comme il y a la possibilité de se faire comprendre par ceux qui souhaiteraient qu'il s'éternise au pouvoir, il en profite. Si Patrice Talon voulait un troisième mandat, je suis de ceux qui pensent que ça aurait peut-être créé des frictions, il y aurait eu beaucoup de heurts, mais je pense que rien ne l'aurait empêché d'avoir son troisième mandat. Donc, si contre vents et marées, il a décidé de partir, ce ne sont pas les événements du 7 décembre qui l'auraient obligé à faire autrement, à moins qu'il n'ait pas été sincère dès le départ lorsqu'il disait qu'il allait partir. Donc c'est établi, Patrice Talon s'en va. Mais ça, je pense que ça ne se discute plus, c'est tout à fait clair. Et il a même souhaité ne pas être en situation d'acteur politique au moment où son successeur sera en train de faire le même exercice. Donc c'est pas anodin quand il nous dit qu'il sera peut-être dans un bar ou peut-être dans sa maison ou peut-être voilà, dans l'une des infrastructures qui embellissent le pays. C'est pour dire qu'il ne sera pas un acteur politique actif après la passation de pouvoir en 2026. Actif ou peut-être pas visible. Enfin, peut-être retourner à ses vieilles amours. On le connaît, très ami aux acteurs politiques par le passé, donc mettons acteur politique en griffe dans l'ombre, certainement il va retourner à ses vieilles amours. Je pense que l'intention est de se retirer un peu de la vie politique pour ne servir que de conseiller dans le cadre du Sénat qui va être créé et dont je doute fort qu'il veuille même briguer la présidence.
parce que j'ai comme l'impression que le souci de Patrice Talon, quand je l'écoute, en parlant récemment de Boni Yayi, son souci, me semble-t-il, c'est de faire en sorte que, aussi bien lui, Patrice Talon, avec toute l'aura qu'il a, avec toutes les connexions politiques qu'il a, et Boni Yayi, qui est l'adversaire numéro 1, aussi bien lui que Boni Yayi disparaissent de la scène politique pour donner la possibilité à ceux qui suivent, à la génération suivante, parce qu'il a insisté là-dessus, à cette génération-là, de prendre les commandes et de faire avancer le pays. Donc, si je ne me trompe pas d'analyse, je pense que Patrice Talon souhaiterait que, s'il disparaît, Boni Yayi fasse de même pour que les tensions politiques puissent chuter complètement dans le pays et que le développement puisse être la priorité à ce moment-là. On a vu aussi Patrice Talon l'air un peu fatigué. Et c'est normal. Ah oui? Pourquoi? Quand même. Il a dit quelque part qu'il a vieilli à un rythme un peu plus accéléré que la plupart des personnes de son âge, pour la simple raison que la charge de la présidence de la République, que nous avons tendance à banaliser nous autres, à lui jeter la pierre comme s'il n'était vraiment bon à rien, est une charge extrêmement lourde qui demande beaucoup de concentration, qui demande beaucoup d'occupation, et je pense que quand Mathieu Créco disait que ma foi, quand on porte la charge du Bénin pendant un certain nombre d'années, c'est qu'on est véritablement quelqu'un d'exceptionnel. Et Boni Yayi, il a répété la même chose. Donc, si ceux qui ont été en situation ont tous éprouvé le besoin de le dire, c'est parce que la charge que constitue la présidence du Bénin n'est pas une charge ordinaire, parce que les citoyens que nous sommes sont assez difficiles quand même à conduire. C'est quand même curieux, hein? Est-ce que ce n'est pas quelque part un mot de passe? Ce n'est pas pour autant qu'ils ne se sont pas bagarrés pour accéder justement au fauteuil. Alors comment est-ce qu'on s'investit, on se tiraille, on bataille dur, on cravache dur pour accéder à une fonction qui vous vieillit rapidement et qui vous fait de la misère? Oui, parce que je suppose que quand vous investissez dans une tâche qui vous oblige à travailler peut-être 20 heures sur 24, parfois, vous ne pouvez pas avoir une vie ordinaire. Et vous ne pouvez pas avoir un vieillissement ordinaire. Et Patrice Talon n'est pas le seul. Regardez bien autour de vous, ceux qui sont restés au pouvoir plus de 10 ans ont quelque part une longueur d'avance en termes de vieillissement. Donc, soit vous êtes là dans la jouissance et vous ne faites rien du tout, et ça, quand même, bon, ça peut vous maintenir dans un certain état de jeunesse, mais quand vous êtes confronté tous les jours, que vous le vouliez ou non, à la résolution du problème ou je vais dire des intérêts contradictoires de 13 millions d'âmes, c'est pas rien. C'est quand même assez lourd, parce que nous savons tous ce que c'est que les charges dans nos maisons respectives. Et c'est à peine qu'on peut imaginer à l'échelle nationale ce qu'un président de la République peut avoir à gérer au quotidien. Alors, j'ai parlé d'affirmation dans mon introduction. Bien évidemment, Patrice Talon a affirmé beaucoup de choses. Le Bénin a changé en 10 ans. C'est un fait, c'est une évidence, mais ce à quoi on s'attendait surtout et qu'on n'a pas eu, d'ailleurs, il s'est excusé au tout début de son intervention. C'est peut-être une récitation à la limite litanitique, si le mot existait, de réalisation. Et ça, on n'a pas eu droit à ça. Non, parce que à un moment, Patrice Talon s'était cru obligé de le faire parce que tout n'était pas visible. Et il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas visibles, et la plupart des gens considérait que ce gouvernement n'avait que des maquettes à proposer. Et donc, il lui fallait faire une liste presque exhaustive des choses qui ont été réalisées. Nous avons eu ça sur plusieurs années, et je pense que nous avons suffisamment vu aujourd'hui pour qu'il soit plus nécessaire vraiment de revenir sur tout ça. Et je pense qu'il appartient aussi maintenant aux partis politiques, aux acteurs politiques en tout cas, de faire le bilan de la rupture, et je pense que ce n'est plus le rôle du président de la République. Aujourd'hui, Patrice Talon a fini. Il considère qu'il a donné le meilleur de lui-même, et il regrette de ne pas avoir fait tout ce qu'il aurait bien voulu faire. Mais il nous met tous face à ce qu'il a réalisé,
et considère que si pour sa part, il considère qu'il a fait le maximum qui était possible, c'est à nous d'apprécier et de continuer par accompagner son successeur dans ce qui se fait et qu'il a appelé la dynamique en cours. Justement, parlant de dynamique, il a parlé de, avant de revenir sur ce qu'il appelle la dynamique, il a parlé de fierté, que les Béninois sont un peuple fier d'eux et de leur pays aujourd'hui. Comment le sent-il, lui? Il le sent parce que tous ceux qui sortent de ce pays ont des raisons d'être fiers. Je pense que, je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes très difficiles à contenter. Et parce que nous sommes difficiles à contenter, parfois nous avons des réalisations qui sont assez belles, nous avons parfois des avancées significatives qui, à nos yeux, paraissent peut-être assez banales. Mais lorsque vous sortez du pays, vous avez le sentiment, en tout cas, d'appartenir à un pays qui a été révélé au monde ces dernières années et qui tient un bon rang. Lorsqu'on parle des pays sérieux, lorsqu'on parle des pays crédibles, lorsqu'on parle des pays bien organisés, lorsqu'on parle des pays propres, on cite le Bénin partout aujourd'hui. Donc, on ne peut pas dire que quand on sort du pays, on ne l'entend pas. Nous avons tous ce témoignage sur les réseaux sociaux tous les jours. Nous avons ce témoignage sur les notes qui sont attribuées au Bénin et sur les notations dans différents domaines. On ne peut pas ne pas dire, du moins, on ne peut pas dire qu'on ne suit pas ces choses-là. Et oui, je pense que chacun de nous a des raisons d'être fier. Parce que si nous n'avions pas des raisons d'être fiers, il y a longtemps que nous l'aurions su. Oui, et ça se serait manifesté comment? Puisque nous avions toujours clamé cette fierté depuis 1960 et bien avant même, avec notamment des acteurs politiques qui quand même se sont succédés et qui d'une manière ou d'une autre, et à partir de l'histoire du Bénin, d'ailleurs, le rendez-vous de 90 était quand même un motif de grande fierté, que les gens ont souvent rappelé ça et là. Donc il y avait quand même déjà un sentiment de fierté qui existait. Le sentiment de fierté qui existait était ressassé par les acteurs locaux pour les besoins de la cause politicienne. Mais aujourd'hui, la fierté nous vient de l'étranger. Et c'est ça qui est tout à fait différent. Le monde nous regarde avec d'autres yeux. Et nous-mêmes, nous continuons d'être extrêmement critiques et c'est bien. Parce que ça nous oblige à nous améliorer chaque jour. Donc c'est bien que nous soyons extrêmement critiques vis-à-vis de la gouvernance et des chefs de l'État. Mais le monde observe que le Bénin ces dernières années a fait des bons significatifs et je pense que lorsque Patrice Talon décide même de partir, il y en a qui considèrent que on ne peut pas laisser partir un aussi grand bâtisseur. Ah oui, sérieusement? Oui, il y en a qui le disent. Mais quand on l'écoute lui-même, il n'arrête pas de dire que le meilleur reste à venir. Donc, je pense qu'il a posé les bases de l'émergence. Il pense en tout cas avoir créé la situation nécessaire pour que le Bénin prenne son envol. Et sur cette base-là, il se dit, si ceux qui viennent après continuent dans la même lancée et sont tout aussi sérieux, je pense que le Bénin va franchir des caps assez rapidement. Oui, c'est ça qu'il appelle la dynamique. C'est ça qu'il appelle la dynamique parce qu'aujourd'hui, nous sommes allés d'un point A à un point B et comme je vous l'ai dit, c'est visible par tout le monde. C'est vrai que à l'intérieur, lorsqu'on regarde nos combats politiciens, on trouve beaucoup à y redire. Mais dans son discours très bref, Patrice Talon a expliqué les motifs pour lesquels nous avons eu beaucoup de heurts au cours de ces dernières années. Pour la simple raison que lui considère qu'il y avait des remises en cause à faire dans la façon de gérer notre démocratie. Et je pense au cours d'une émission ici avoir déjà effleuré ça en disant que ceux qui sont restés collés à l'ancrage de 1990 avec le pacte social de 1990, c'est normal que ces personnes-là ne se retrouvent pas tout à fait dans les réformes que fait Patrice Talon parce que les réformes de Patrice Talon modifient quelque peu le visage de la démocratie béninoise et on va dire fait une sorte d'épuration en élaguant tout ce qui constituait distraction, qui constituait jouissance et qui nous empêchait de voir l'essentiel qui est de construire le pays, de bâtir le pays. Donc, il pense avoir fait ce qu'il a à faire parce que quand vous êtes élu, il y a bien une raison pour laquelle vous êtes élu. Et lui
la raison pour laquelle il était élu, c'est de faire la rupture. Donc, il considère qu'il a fait ce qu'il fallait faire et que les bases qui sont posées aujourd'hui peuvent permettre au Bénin d'aller beaucoup plus loin. Bon, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? C'est la question que j'allais vous poser. On connaît la tradition béninoise qui parfois, ça va parfois régulièrement remettre en cause, je dois dire, des dynamiques qui s'installent. On se rappelle 96 avec le départ assez inattendu de Nicéphore Dieudonné Soglo, que beaucoup regrettent d'ailleurs à travers l'histoire. Quelles sont aujourd'hui les garanties que la dynamique dont il parle pourra vraiment rester quand on sait que 10 années ne suffisent pas pour, je dois dire, enterrer des habitudes qui ont pris des décennies, que 10 années ne suffisent pas pour effacer de la tête de certaines une façon de voir les choses, une façon de projeter les choses, une façon de rapprocher les choses de leur personne. Je pense qu'il a trouvé la façon la plus simple de le dire. Patrice Talon a dit que le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. En fait, ce n'était pas évident du tout que nous puissions changer d'état d'esprit par rapport à la façon dont nous gérions notre démocratie. Que les contraintes qui sont imposées depuis, que les restrictions qui sont faites depuis, que la rigidité qui est imposée dans certains domaines puisse être acceptée par des Béninois qui, ma foi, ont beau subir le lynchage de l'opposition, mais qui restent zen, qui ne bougent pas. Et ça, c'est un peu comme une grande victoire, parce que c'est la population qui est juge avant tout. Et si on considère aujourd'hui la réaction des uns et des autres, c'est seulement au niveau de la classe politique qui est opposée à Patrice Talon qu'il y a véritablement des remous. Sinon, la population elle-même, elle semble s'accommoder de cette rupture et de ces exigences. C'est comme, je sais pas, c'est comme une masse silencieuse qui n'a la seule occasion de s'exprimer, en tout cas quand on lui ferme la rue, que le rendez-vous électoraux. Donc on ne peut pas dire que les populations adhèrent massivement et totalement à tout ce qui se fait à travers son silence. Pour qui a connu le peuple béninois depuis 35 ans, il n'a pas toujours attendu qu'on lui mette les urnes devant pour s'exprimer. Le peuple béninois, quand parfois il sent que les limites sont dépassées et que ça ne se fait pas en sa faveur, a les moyens de s'exprimer. Et oui, comment ça? Les marches, on a voté des lois pour les interdire. Il n'y a que ça que la population utilisait avant. Les lois ne seront jamais suffisantes si la population sent qu'elle a envie de marcher. Aucune loi ne peut empêcher la population de marcher si elle en a envie. Mais si ce sont les hommes politiques qui soulèvent les populations, évidemment, ça c'est toute autre chose. C'est pourquoi je vous dis que si dans leur état d'esprit, dans leur âme, les Béninois se sentent complètement, on va dire, floués par les réformes qui sont faites et sentent vraiment que tout est fait en leur défaveur, on aurait eu des débordements que le gouvernement n'aurait même pas pu tenir. Ça c'est clair. Parce que ce peuple, quelqu'un a dit, il faut se méfier des peuples qui dorment. Et le peuple béninois, quand il dort, donne souvent l'impression qu'il est amorphe, mais à différentes occasions, ce peuple a montré que lorsqu'il avait une décision à prendre, il prenait la décision. Donc, regardez ce qui s'est passé le 7 novembre. C'était un très bon prétexte pour une population qui en avait ras-le-bol bon, peut-être qu'il a cru à une mise en scène politique. Vous l'aviez dit tout à l'heure, c'était, en tout cas jusqu'aujourd'hui encore, ça aurait même été une mise en scène. La réalité des choses. Ça aurait même été une mise en scène, il y a des gens qui en auraient profité. Si véritablement il y avait le besoin de prendre la rue. Vous voyez? Donc moi, je juge que le peuple béninois n'a pas pris la rue parce qu'il n'en a pas besoin, parce qu'il n'éprouve pas le besoin de le faire. Et donc, même quand parfois les gens poussent les Béninois à faire de l'insurrection, ça ne fonctionne pas pour la simple raison que les citoyens eux-mêmes ne sentent pas le besoin de se rebeller contre quoi que ce soit. Donc, il y a des réformes difficiles, c'est sûr, mais on a le sentiment derrière tout ça
que même quand il y a des récriminations, même quand on ronchonne, quelque part, derrière le rideau, on se chuchote des choses et on se dit il fallait quand même que quelqu'un fasse tout ça. Et je pense que c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes, où lorsque même vous écoutez l'homme de la rue, qui a fini de dire et de déblatérer complètement sur le gouvernement, et qui finit par conclure, mais soyons honnêtes, il fallait bien que quelqu'un fasse ce qui se fait là, parce que nous étions quand même en train d'aller à la dérive. Il y a quelques années qu'un grand intellectuel de ce pays écrivait une tribune qu'il intitulait « Il faut s'indigner ». Il faut apprendre à s'indigner un peu pour montrer, je dois dire, parfois le calme et la tempérance extrême. Je dois dire, du peuple béninois. Patrice Talon, on en a parlé, hein, et vous avez mis l'accent là-dessus. Patrice Talon est revenu sur la question également. Il a une toute autre conception de la démocratie à lui. Il n'a pas qu'une toute autre conception de la démocratie. En fait, il souhaite que nous soyons toujours un peuple qui a un certain nombre de libertés, mais que les libertés soient encadrées et que les libertés ne nous laisse pas aller vers le libertinage qui nous fait oublier l'essentiel en pensant que quand on est dans la grande chamaillerie politicienne, tout va bien. Et j'ai l'impression que depuis le début, il avait fixé un cap et que le malentendu avec les autres membres de la classe politique qui n'approuvent pas vient du fait que tout le monde n'a pas compris dans quel sens les choses allaient dès le début. Et je pense que le cap avait été fixé par Patrice Talon depuis le début et tout ce qui a suivi après, jusqu'à cette dernière décision, même concernant le Sénat, c'était des choses qui étaient bien planifiées et lui, il savait exactement où il nous menait. Et nous l'avions élu pour qu'il nous mène quelque part. Par conséquent, il était à la manœuvre et il a fait ce qu'il avait à faire. Il a même dit que nous n'avons pas à ressembler aux autres. Notre démocratie n'a pas à ressembler à la démocratie des autres. Quand il dit ça comme ça, il y a un certain nombre de considérations qui font que on se dit non, il est venu trouver quelque chose, il n'a pas à y toucher. Oui, n'est-ce pas? Oui, bon. On ne crée pas, enfin on n'invente pas la roue. Non. Et puis quand ce n'est pas à vous la chose et que les gens surtout l'ont posé comme condition pour vous accompagner dans votre développement, n'oubliez pas la conférence de Bâle, vous ne venez pas dire je choisis ceci et cela de l'an pour faire mon omelette à moi. Non, mais c'est qu'il était temps que nous commencions par réfléchir et à nous demander si ceux qui nous conseillent ça et qui financent ça nous veulent du bien. Parce que, on en avait parlé sur ce plateau, Tanguy, ceux qui nous disent aller vers la démocratie en choisissant de faire la démocratie avec le niveau le plus élevé qui soit dans le monde aujourd'hui, avec les standards les plus élevés, alors que votre niveau de développement n'est même pas compatible avec ce genre de statut. Parce que quand vous regardez l'histoire des autres, l'état de la liberté, l'état de, on va dire, de la conduite des affaires publiques est directement lié au niveau de développement. Il est arrivé un moment en France où celui qui était en charge des affaires avait décidé que les Parisiens travailleraient 20 heures sur 24. C'est arrivé en France que pendant longtemps, on ait travaillé 20 heures sur 24 parce qu'un dirigeant avait décidé qu'il fallait faire comme ça pour construire Paris. Mais aujourd'hui, nous voyons Paris construit et nous oublions qu'eux, ils ont connu ça avant d'avoir le Paris qu'ils ont aujourd'hui. Et je crois que tout le malentendu vient de là. Nous ne pouvons pas avoir un pays dans lequel on importe tout. Parce que le développement, qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on s'entende déjà sur ça. Nous allons vers le développement, oui, mais le développement, qu'est-ce que c'est? Le développement, c'est de produire l'ensemble des choses dont nous avons besoin. C'est de produire tout ce dont nous avons besoin. C'est ça le développement. Si nous avons besoin de voitures, nous produisons des voitures. Si nous avons besoin de bus, nous en produisons. Si nous avons besoin d'avions, nous en produisons. C'est ça le développement. C'est de ne pas dépendre, de ne dépendre de rien par rapport aux autres. Mais chez nous, je vous ai dit au cours de la dernière émission, la craie
avec laquelle nos enfants écrivent, nous l'importons. Oui, mais ce n'est pas une spécificité du Bénin. Tous les pays dits développés ne produisent pas expressément et totalement tout ce dont ils ont besoin. La France importe, les États-Unis importent. D'ailleurs, même, ça fait motif, je dois dire, de chantage économico-diplomatico-politique de la part de Donald Trump. Donc, tous les États ont besoin les uns des autres en fonction justement des avantages, des inconvénients sur les routes sur lesquelles ils sont. Les échanges commerciaux sont basés sur le niveau de développement de chaque État. Vous avez vu que récemment, les Américains ont voulu faire le malin, et les Chinois leur ont dit allez vous faire foutre. Vous croyez que nous on peut faire ça avec quelqu'un? On ne peut pas. Pourquoi pas? Pour la simple raison que en matière de termes de l'échange, nous n'avons presque rien à proposer. Et même nos produits, nos produits miniers, nous ne les maîtrisons pas. Ce sont les autres qui fixent le prix. Ça veut dire que nous sommes entièrement dépendants et que nous n'avons même pas encore commencé à amorcer le développement. Nous n'avons pas commencé. Parce que nous avons un niveau de production presque égal à zéro. Et nous voulons faire la démocratie en mettant les standards les plus élevés qui soient dans le monde, dans nos textes et dans nos actes. Les scientifiques ont prouvé que c'est justement en faisant ça que nous établissons des conditions pour aller vers le développement. Moi, je veux bien connaître un pays où on a pu faire ça. Il n'y en a pas. Ah bon? Non, il n'y en a pas. Vous ne verrez aucun pays. Moi, je veux bien qu'on soit démocrate. Je veux bien qu'on ait de la liberté. Ce n'est pas la même chose. Parce que ce que dit Patrice Talon, ce n'est pas que nous n'avons pas droit à la liberté. Il ne dit pas que nous avons définitivement fermé tous les robinets et que tout le monde est dans la contrainte. Non. Mais la liberté que les autres peuvent se permettre de bloquer leur pays quand ça ne va pas. Nous n'avons pas intérêt à avoir ce genre de liberté. Ce n'est pas dans notre intérêt. Parce que ce que nous devons faire, nous, aujourd'hui, nous devons le faire en pensant à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, notre jouissance en tant que parents ne peut pas être prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est ce que nous construisons pour nos enfants. Or, nous sommes dans la jouissance, c'est-à-dire que nous mangeons notre blé en herbe. Et ça suppose que nos enfants n'auront rien. Par conséquent, je pense que quelque part, il y a lieu de s'interroger et de se poser une question fondamentale. Quel pays allons-nous laisser à nos enfants? Quand on pense à cette question et qu'on essaie d'y répondre, je pense qu'on devrait relativiser cette façon de s'opposer et de vouloir que les choses se passent telles que ça se passe ailleurs, alors que nous n'avons pas capacité à nous comparer aux autres. Donc, oui, la démocratie, oui, mais il faut rectifier du moins la démocratie et créer ce que Patrice Talon appelle un modèle qui ne ressemble à aucun autre modèle. Parce que notre peuple ne ressemble à aucun autre peuple. Pourquoi serions-nous en train de copier ce que font d'autres qui ont créé des modèles par rapport à leur réalité? C'est pas si difficile que ça. Et je pense que personnellement, sur cette émission, j'ai déjà développé plusieurs fois cette approche-là, où je considère que ce n'est pas normal que ce que les autres ont développé en fonction de leur réalité, en fonction de leur évolution, nous le prenions et que nous voulions le reproduire à l'identique. Le monde est un village planétaire et les réalités, il n'y a plus de frontières, non? Mais regardez ce que nous copions. Personne ne ressemble à personne. Il n'y a que nous qui cherchons à ressembler aux autres. Personne ne ressemble à personne dans le monde. Les Chinois ne cherchent pas à copier les Russes. Les Russes ne cherchent pas à copier les Américains. Les Américains ne cherchent pas à copier les Français. Alors nous ne faisons que copier ce que font les autres sans chercher à savoir comment les autres sont arrivés là où ils sont arrivés. Donc il y a un parcours à faire. Et moi j'insiste sur ce parcours que nous devons faire. Et tant que nous n'avons pas fait ce parcours, nous n'avons pas droit à jouir de tous les avantages dont jouissent ceux qui se sont déjà épanouis, qui ont déjà tout construit et qui sont autorisés à être dans la jouissance. Nous avons un pays à bâtir. Nous avons une jeunesse à mettre au travail. Et ce ne sont pas des détails. Parce que la démographie que nous avons ne ressemble à aucune autre démographie dans le monde.
Les jeunes sont extrêmement nombreux. Et si rien n'est fait aujourd'hui pour que les adultes puissent cesser de jouir pour travailler à créer des conditions pour que les jeunes qui arrivent puissent s'épanouir, nous allons nous retrouver dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez bien qu'il y a des pays dans lesquels les jeunes sont obligés de s'organiser pour prendre des bateaux et aller échouer dans la mer et aller mourir en masse. Le mouvement inverse ne se produit pas. Ceux dont nous copions la démocratie... Peut-être qu'on n'a pas une bonne caméra pour filmer le mouvement. Ceux dont nous copions la démocratie ne sont pas des jeunes qui viennent mourir dans la Méditerranée en cherchant à venir en Afrique. Vous voyez? Donc, il y a quand même lieu de se dire que les autres ont atteint un niveau que nous n'avons pas atteint nous autres. Et travailler à ce que notre jeunesse n'ait plus du tout envie de quitter le pays parce que il y a beaucoup à faire dans notre pays et si nous mettons chacun au travail et que chacun y trouve son compte, je pense que le pays se porterait mieux. Il y a deux reproches à faire justement à l'approche de Patrice Talon, notamment au sujet donc de la démocratie. D'abord, premièrement, même si pendant la campagne de 2016, il a dit qu'il vient pour faire des réformes, il fallait quand même s'entendre sur les limites sur lesquelles justement il fallait, les points sur lesquels il fallait faire ces réformes-là et jusqu'à quelle hauteur il fallait les faire. Deuxième reproche aussi, c'est jusqu'à quel niveau il faut faire des sacrifices. Oui. Faut-il que nous, sinon je peux dire moi, du haut de mes quelques décennies d'âge, faut-il que je paye pour le prix de tous ceux qui quand même sont passés à la tête de ce pays depuis 1960 et qui n'ont pas réfléchi un instant à projeter le bien futur? Ce sont les deux éléments sur lesquels justement les gens ne sont pas d'accord avec Patrice Talon. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas eu d'entente préalable sur ce que nous voulons faire. Et ça, j'ai aussi souvent déploré ça. Mais quand Patrice Talon propose de faire ça, et que nous savons tous qu'il y avait nécessité à faire des réformes, et que nous savons tous qu'il était impératif d'engager des réformes courageuses, mais que personne ne fait des contre-propositions pour dire système partisan, Monsieur Patrice Talon, vous proposez ceci, mais nous pensons que si on fait comme ci et comme ça, on obtiendra les mêmes résultats, mais... Est-ce qu'il y a eu le débat, justement? C'est ça le problème. Il n'y a pas à avoir de débat. Ah oui? L'opposition existe pour proposer. Et sans attendre que qui que ce soit le lui demande. C'est ça. Le rôle de l'opposition, c'est de dire ce que nous avons en face ne nous plaît pas. Mais puisque nous savons tous qu'il est indispensable d'aller faire des résultats que nous avons tous souhaités, voilà ce que nous proposons qu'on fasse. S'il y avait eu ça, nous aurions pu avoir des éléments de comparaison pour dire Patrice Talon avait la possibilité de faire autrement, mais il n'a pas souhaité faire autrement. Ici, et il a dit, c'est à son corps défendant qu'il a été obligé de prendre des risques et de proposer ce qu'il a proposé en sachant que ça serait difficile. Et il reconnaît volontiers qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que ça puisse fonctionner. Et à la limite, il est un peu même surpris que les Béninois, à la fin, aient adhéré et ne protestent pas vigoureusement contre ce qui est proposé. Parce que, quelque part, tout le monde reconnaît qu'il y avait nécessité à faire quand même un certain nombre de réformes pour que ça change un peu. Ça ne change rien pour le commun des Béninois. Ah oui? Les réformes ne touchent que principalement la classe politique. Ah non, quand vous dites ça, quand vous réduisez tout à la classe politique, est-ce que cela ne semble pas un peu trop réducteur justement pour me répéter? Parce que n'importe quelle réforme, quelle qu'elle soit, touche le dernier des Béninois, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, etc., touche tout Béninois. Les Béninois n'ont pas le temps d'éprouver les lois qui sont votées. Ah oui? Non, les Béninois n'ont pas ce loisir. Parce qu'ils sont préoccupés par la recherche du pain quotidien. Donc, c'est la classe politique qui se préoccupe, en fait, de ce qui se fait, parce que c'est directement la classe politique qui est menacée par les réformes. Parce que les restrictions qui sont faites ne concernent pas le citoyen.
dites-moi en quoi les réformes ont pu vous restreindre, vous, dans votre façon de vivre au quotidien. Et il y a beaucoup de choses que les populations ont perdues dans leurs habitudes à cause de ces réformes fondamentalement. C'est ce que Patrice Talon appelle notre état d'âme actuel. Parce que, oui, c'est peut-être volontairement. Quand on dit que désormais, vous devez porter le casque dans la circulation, que vous regimbez, que vous protestez, et qu'à la fin, vous finissez par vous mettre au casque, c'est que vous avez compris. Donc, oui, vous êtes déçu, vous avez à un moment protesté, mais vous avez fini par comprendre le bien fondé de la décision, puisque plus personne ne vous rappelle de mettre le casque. Non, il y a justement il y a le flic, il y a la contravention, il y a tout ce qui va avec, qui nous rappelle qu'il faut porter le casque. Et ce que j'essaye de dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Béninois qui ont aujourd'hui envie de jeter leur casque. Parce qu'ils ont pris l'habitude de porter le casque et ils trouvent que c'est une bonne habitude. Voyez? Mais il a fallu quand même contraindre tout le monde à le faire. Donc, la contrainte était nécessaire pour imposer un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, sans la contrainte, vous ne pouvez pas gouverner. C'est normal. Donc, oui, la contrainte était nécessaire. Et cette contrainte ne va pas forcément dans le sens de punir ou de priver le citoyen de beaucoup de choses. Si les syndicats n'ont plus le droit de faire les grèves d'hier, vous ne verrez pas les citoyens s'en plaindre. Parce que les citoyens n'ont rien perdu. Au contraire, les citoyens ont gagné énormément dans ces mouvements qui se sont arrêtés. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis que ceux qui ont été ciblés par les réformes qu'on a pu avoir depuis 2019, ce ne sont pas les citoyens comme vous et moi, ordinaires, qui vaquent aux occupations au quotidien. Ce sont les hommes politiques qui avaient des habitudes, qui avaient des avantages acquis, qui avaient des prérogatives auxquelles ils étaient accrochés. Et c'est justement cette classe politique qui a subi des heurts en son sein et comporte aujourd'hui ce que Patrice Talon a appelé des éléments qui ont de la peine à s'arrimer à la nouvelle dynamique et qu'il appelle le bon Dieu à éclairer pour que enfin leur cœur s'ouvre et qu'ils découvrent que ce qui se fait n'est pas contre la population béninoise, mais va à l'avantage de la population béninoise. Patrice Talon a reconnu volontiers qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Et c'est ça qui m'a plu dans son discours. Ah ouais? Il a reconnu qu'il y a beaucoup d'insuffisances parce qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il aurait dû faire. Et il a souhaité que si les députés mal élus, c'est le mot qu'il a utilisé, mal aimés, si les députés mal aimés d'aujourd'hui ont pu faire des réformes et que ces réformes présentent des rugosités ou des aspects un peu trop contraignants, que ceux qui vont venir après puissent quand même faire des corrections. Donc, ça veut dire quoi? Il fallait commencer quelque part et peaufiner au fur et à mesure, régler au fur et à mesure, corriger au fur et à mesure. Et le mérite de Patrice Talon, c'est d'avoir commencé. On l'a entendu, vous l'aviez cité tout à l'heure, hein, ceux qui restent encore désespérément accrochés à notre passé révolu. Cette fois-ci, le ton n'est pas tellement martial comme en décembre 2024 on a eu l'impression vraiment on avait un général qui parlait à sa troupe, parce que le contexte s'y prêtait et que les événements par la suite ont montré que s'il n'y avait pas eu cette volonté très nette et très affirmée de mater la rébellion, il y a un certain nombre de choses qui n'auraient pas été possibles. Mais on n'a pas l'impression que ce ton a, mettons, affecté outre mesure ceux qui ont envie vraiment de faire de la rébellion, parce que dans le contexte de décembre 2024, je ne crois pas qu'on ait eu un 7 décembre. Pourtant, après 2024, on a un 7 décembre. Donc, le ton n'a rien fait. Non, mais je pense que Patrice Talon ne s'adressait même pas à ceux qui se sont agités le 7 décembre. Okay. Il s'adressait à une classe politique qui pensait à des moyens non conventionnels de faire trembler le pouvoir. Et je pense que c'était un peu ça. Et il parlait qu'il n'y aura pas de compromis, qu'il n'y aura aucun rallement, bref, ce n'était pas par rapport à l'armée, c'était par rapport à la classe politique. Bon, mais ceux qui ont fait l'attaque du 7 décembre, nous savons tous aussi que ce sont des personnes qui n'étaient pas majoritaires au sein de l'armée. Donc,
à ce moment-là, on ne peut pas dire non plus que... On a quand même quelques ramifications politiques, en attendant que la justice nous dise concrètement de quoi est-ce que ça retourne. On a quelques ramifications quand même. Il y a des acteurs politiques qui ont été interpellés, qui sont encore en train de se confier au procureur spécial de la Criette ou à un juge. Donc on ne peut pas dire que c'est totalement loin de la politique. Non, Patrice Talon a même dit clairement qu'il y a des acteurs marginaux qui ont manipulé les personnes qui se sont laissées entraîner à faire ce qui a été fait le 7 décembre. Et je pense que c'est par rapport à ces personnes-là que Patrice Talon disait qu'il y avait certaines personnes qui avaient du mal à suivre Pourquoi le ton a changé? C'est un réajustement, pardon, ou c'est la fin qui fait baisser la température? Oui, c'est la fin. C'est surtout ça d'ailleurs, parce que Patrice Talon a fini. Et il sait que ce qu'il y a à faire désormais, ce n'est pas à lui de le faire. Il a réussi à maintenir le pays dans un état où, en dépit d'une attaque, on a du mal à reconnaître les signes d'une fébrilité dans la ville. On a du mal à reconnaître, de voir la présence policière massive dans la ville. Tout est presque normal. Et donc, lui, il maintient le pays dans cet état-là et il passe le témoin à son successeur en assurant que les prochaines élections vont se dérouler dans une situation totalement normale et calme. Donc, c'est ça qui est son devoir désormais. Après, le reste, c'est le travail de son successeur. Il y a le deuxième aspect. Pourquoi est-ce que c'est la génération actuelle qui doit tout payer? Est-ce que les réformes ne peuvent pas être échelonnées, programmées, envisagées, projetées, les unes après les autres? C'est une façon aussi de voir les choses. Mais je pense que partout où on a fait des véritables réformes pour amorcer le développement, on n'y est pas allé de façon graduelle. Parce que dans la graduation, vous pouvez mettre un siècle à parcourir une distance très courte. Donc, tout le monde sait qu'il y a des réformes à faire. Tout le monde sait que ça va être douloureux. Parce qu'il n'y a pas de réformes qui ne contiennent des aspects douloureux. Et donc, il faut déjà se convaincre que nous avons décidé d'avancer. Si le sacrifice est fait à moitié, je pense que Patrice Talon même en a parlé quelque part, s'il y a des sacrifices à faire et qu'on ne va pas jusqu'au bout du sacrifice, c'est que le sacrifice qu'on est en train de faire est vain. Donc, il faut aller jusqu'au bout du sacrifice parce que le résultat, c'est au bout de l'effort. Et si l'effort n'est pas complet, vous n'avez pas le résultat. Donc, si nous avons décidé de faire des réformes pour aller dans le sens de mettre le pays sur l'orbite du développement, il ne faut pas y aller de façon graduelle. Il faut entrer de plein pied dans une ère de démocratie rectifiée, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, en tout cas, et puis on a l'impression, en tout cas, quand on suit les différents discours de Patrice Talon sur l'état de la nation, qu'il a un problème, bon, c'est peut-être exagéré de le dire, avec les acteurs politiques. Surtout avec les acteurs politiques. Alors, un extrait encore. Au Bénin, il ne suffit plus d'être harangueur de foule et vendeur d'illusions proclamés acteurs politiques pour s'emparer de notre destin comme sans autre projet que d'en jouir seul et avec les siens. Oui, parce que le problème du Bénin a toujours été la classe politique. Ah non, c'est les Béninois. Oui. La classe politique, c'est une émanation de la population béninoise. Donc, on ne peut pas indiquer une catégorie spécifiquement pour dire c'est elle le problème du Bénin. Non, mais ce sont les querelles politiciennes qui sont à l'origine de tous les problèmes, tous les graves problèmes que nous avons eus. S'il n'y avait pas de querelles politiciennes, si les hommes politiques entre eux ne décidaient de se faire une certaine guerre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas été obligé de vivre. Et par conséquent, vous avez vu que on a fait beaucoup de réformes sur le plan administratif, énormément de réformes structurelles. Mais il a fallu qu'on en fasse quelques-unes sur le plan politique et vous avez vu ce que ça a donné. Donc le problème du Bénin, ce n'est pas les citoyens, ce n'est pas l'administration, ce n'est pas les communautés, c'est la classe politique. Et les réformes qui font grincer des dents, les réformes qui créent les problèmes les plus compliqués sont les réformes politiques. Par conséquent, il y a une conclusion simple à tirer. C'est que c'est là que se trouve le nœud
de toutes nos difficultés. Et c'est là qu'il faut essayer d'assainir. Et vous verrez bien que lorsqu'il est sorti récemment, Patrice Talon a parlé de mettre un peu de morale dans la politique, parce que c'est le seul domaine jusqu'à présent qui n'ait aucun code. En politique, vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous pouvez... Oui, la liberté de penser. Cette liberté est illimitée en politique. Et dans son discours, il a dit que c'est cela qui est cette démocratie qui est le prétexte de l'impunité, qui est le prétexte de la corruption et de tous les autres problèmes. C'est ça. C'est cette façon de concevoir la politique politicienne, de concevoir l'acteur politique comme un homme intouchable, de considérer que quand on est en politique, on peut tout se permettre. C'est ça qui est le prétexte de tous les problèmes qui suivent après. Donc, s'il y a possibilité de mettre de l'ordre, ou en tout cas d'introduire une certaine morale, un peu de vertu dans le domaine de la politique politicienne, nous aurons gagné un gros combat, parce que vous voyez bien que la plupart des frictions, des heurts que nous avons, c'est simplement parce qu'on a introduit des réformes qui créent des restrictions de privilèges et de droits dans la sphère politique. Et par conséquent, avec le Sénat qui vient d'être créé pour cette circonstance particulière, qui consiste à veiller, à faire une sorte de police au sein de la classe politique pour que si Patrice Talon par bonheur se retire et que Boni Yayi fait pareil, il n'y ait plus beaucoup de choses à reprocher à ceux qui vont rester, parce que justement c'est la cristallisation autour de ces deux personnes et de leurs intérêts de groupe ou de leurs intérêts personnels qui créent la plupart des problèmes que nous avons. Donc si la bipolarisation que nous avons aujourd'hui peut cesser avec le départ à la retraite de Boni Yayi et de Patrice Talon, je pense que le Sénat n'aura même pas grand-chose à faire. Est-ce que même quand la bipolarisation aura disparu, la tension ou les querelles politiques, les chamailleries comme ils les appellent politiques, vont vraiment disparaître, puisqu'il y a une génération, sinon des générations qui découlent justement de cette bipolarisation-là depuis... Et je pense que s'il y a de nouvelles exigences, cette génération saura s'adapter plus facilement que les anciens qui, ma foi, ont du mal, énormément de mal à s'adapter à des réformes. Alors, c'est vrai, on a dit il a un problème avec la classe politique, mais est-ce qu'il ne faut pas carrément dire il a un problème avec l'opposition, parce que ceux qui ont soutenu ces actions n'ont pas été outre mesure embêtés, si ce n'est justement que ceux qui sont restés dans l'opposition et qui ont contesté parfois des réformes, qui ont réclamé parfois des choses, etc., qu'ils n'ont pas obtenues. Oui, c'est vrai, on sent bien dans les réformes qu'il propose que s'il le pouvait, il ferait même disparaître carrément l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il est parmi ceux qui sont allés aux affaires et qui ont tous dit la même chose. Et cette façon que nous avons d'animer l'opposition crée plus de problèmes à la République que ça n'apporte de solutions. Et Patrice Talon n'est pas le premier à le dire. Et celui qui l'a dit le plus, et le plus souvent, c'est Boni Yayi. Que cette façon que nous avons de concevoir le rôle de l'opposition empêche le pays d'avancer. Et donc, il était nécessaire de trouver le moyen de faire en sorte que cette opposition ne soit pas un facteur de nuisance, mais plutôt un facteur bénéfique. Mais pour qu'il soit un facteur bénéfique, c'est que il faut qu'on réoriente cette façon de s'opposer, qui consiste à créer toutes sortes de situations d'affrontement pour montrer que le président est nul, qu'il est incapable, qu'il est... Autant écrire un code de conduite, alors carrément, il fait voter par l'Assemblée nationale. Le code de conduite a déjà été écrit avec la trêve qui est proposée. C'est ça le code de conduite, qui va consister à montrer désormais aux acteurs que nous pouvons continuer de nous opposer, mais il faut que l'opposition soit constructive. C'est ce que je comprends. Il faut que l'opposition soit constructive. Si je m'insurge contre une façon de faire, il faut que je dise
en quoi j'aurais pu faire mieux. Et à ce moment-là, ma réaction est comprise comme une, on va dire, une façon de nous faire tous progresser. Mais par contre, si je me contente de créer des conditions de contestation juste parce que j'ai l'intention de montrer que le pouvoir n'accomplit pas sa charge ou que j'ai envie de créer des perturbations pour rien, à ce moment-là, je ne suis pas en train d'aider à faire avancer le pays. Donc, il s'agit, à mon sens, de donner à l'opposition la possibilité de participer véritablement à la construction du pays. Non pas en croisant les bras et en allant en affrontement de bout en bout avec le président en exercice, mais en faisant des propositions qui obligent le président à faire mieux. Parce que si ce que vous proposez est meilleur, les citoyens sont juges et peuvent, le cas échéant, en tenir compte. Et je pense que c'est une façon de faire qui va nous montrer, à mon sens, une sorte de musellement au début, parce qu'on aura le sentiment qu'on n'a plus rien à dire à partir du moment où... Oui, évidemment, s'il n'y a pas de critique, s'il n'y a pas, mettons, d'observation assez rigoureuse au sujet des propositions qui sont faites ou des actions qui sont engagées par le gouvernement, si des propositions peuvent être faites et être totalement, royalement et gentiment ignorées, c'est demander d'aller dormir et d'attendre la veille des élections pour venir parler. Oui, parce que tel que vous décrivez le rôle de l'opposition, ça ne nous avance pas. Ça ne nous avance en rien du tout. Non, je n'ai pas demandé qu'on bloque la route, qu'on aille marcher là-bas, qu'on aille insulter le président. Je dis, il y a des propositions qu'on peut faire, comme par exemple lors des votes de loi à l'Assemblée nationale, où l'opposition fait des observations quand même, mais on a le sentiment que la majorité parlementaire passe en force parce que justement elle a l'écrasante majorité pour faire voter les lois. Ça, par exemple. Et je pense que oui, ça va continuer, parce que la démocratie, c'est la loi de la majorité, et c'est pas prêt de changer. Donc, si vous êtes une minorité, vous pouvez même avoir raison. Si la majorité décide de maintenir le cap, la majorité vous ignore royalement. C'est ça aussi les règles. Donc, on n'a pas besoin de décréter une trêve alors. C'est ça aussi les règles de la démocratie. Oui. Mais par contre, ce que vous faites ensuite pour entraver l'action, parce que vous n'avez pas été écouté, parce que vous n'avez pas été suivi, vous considérez qu'à partir de ce moment-là, vous êtes fondé à bloquer l'action. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans votre droit d'agir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la manœuvre sont dirigés par une équipe qui a été élue et par un président qui a été élu et qui a un programme à dérouler. Oui, mais on a eu des présidents élus qui ont conduit le pays à la dérive. L'humanité a été suffisamment profondément et certainement éternellement éprouvée par des dirigeants qui ont été démocratiquement élus. Et parce qu'en face, ils n'ont pas eu des gens pour leur dire arrêtez. On a vu là où ils ont conduit l'humanité. Et je pense qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de dire aux gens ne dites plus d'arrêter. J'ai le sentiment qu'on peut toujours dire arrêtez. Pendant qu'il continue. Non. Donc, sans aller aux actions. Moi, je pense que ce qu'on souhaite faire avec cette trêve, c'est de dire critiquer. Mais pendant que vous critiquez, c'est quand même plus utile de dire comment il faut faire. C'est plus utile de dire comment il faut faire que de dire ce que vous faites, c'est mauvais. Ça, on le sait. Et c'est votre rôle de dire que c'est mauvais. N'est-ce pas? Vous n'apprenez rien à personne, vous n'apportez rien au jeu politique lorsque vous dites que c'est mauvais. Parce que c'est votre rôle de le dire. Mais ce qu'on vous contraint de dire ensuite, c'est que c'est mauvais parce que. Et nous pensons que pour que ce soit bon, voilà. Ça constitue un élément sur lequel le peuple béninois lui-même peut se fonder pour juger l'action du chef de l'État. Vous voyez? Donc, se contenter de dire c'est mauvais pendant 10 ans, sans rien proposer, n'apporte rien du tout. Il y a beaucoup de propositions d'éléments. Je ne les connais pas, mais bon, de toute façon, s'il y a des propositions, c'est tant mieux. Je pense que l'idéal, c'est justement qu'il y ait beaucoup plus de propositions que de critiques, parce que lorsque vous faites des propositions, on comprend déjà que vous avez désapprouvé et que vous pensez qu'on peut faire mieux. Donc, ce n'est pas le fait
de prendre le micro et de dire que le président est dans l'incapacité absolue de diriger le pays parce que ses diplômes sont douteux, et parce qu'il n'a pas l'expérience qu'il faut pour venir à la tête de l'État, parce qu'il passe le temps à empocher tout l'argent du pays, et quand vous le dites, vous ne le prouvez pas, vous ne le démontrez pas, vous l'affirmez, et le citoyen ordinaire a le sentiment que c'est ce qui se passe réellement. Alors que votre rôle aurait pu être meilleur si vous vous contentez de dire voilà ce que vous faites, voilà comment nous l'approuvons, et voilà ce que nous proposons pour que ça aille mieux. Ça nous permet à tous d'avancer. Et qu'est-ce qu'on gagne en réalité à faire de la critique acerbe, à jeter l'opprobre sur le président et au passage à jeter l'opprobre sur le pays? Qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne rien. On perd tout. Parce que le pays sur lequel vous jetez l'opprobre est celui que vous souhaitez vouloir diriger un jour. Et quand vous jetez l'opprobre sur le chef de l'État et sur le pays, vous jetez l'opprobre sur tous les Béninois. Votre rôle en tant qu'acteur politique ne peut pas être de jeter le discrédit sur la République. Non, c'est de faire la politique de façon à ce qu'on sache qu'à l'intérieur, il y a des acteurs qui font une proposition A et que d'autres pensent en adoptant la proposition B, on peut aller mieux et on peut aller vite. Et ça édifie chacun et ça permet même au gouvernement qui est au pouvoir de prendre parmi vos idées pour le bien-être de nous tous. Et c'est au vu et au su des citoyens qui se rendent compte que les meilleures idées viennent de vous et que la prochaine fois, c'est pour vous qu'il faut voter pour que vous veniez au pouvoir. Bon, c'est encore loin tout ça comme idéal, mais je pense que c'est vers cet idéal que Patrice Talon essaie de nous amener. Anissé Carlos Souké, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Joyeux Noël.